que le ciel est un manga en 3 tomes dessiné par Saburo Ishikawa sur une histoire de Ryo Hanmura. C'est une œuvre qui date de 1995 et qui est parue chez nous en 2017 aux éditions Black Box. Tout commence le 10 mars 1945 vers minuit. Cette nuit-là, Tokyo va subir un bombardement effectué par 334 bombardiers B-29 de l'armée américaine. Cette attaque sur la ville fera entre 88 000 et 100 000 morts. Dès le départ, nous assistons donc à cette catastrophe durant laquelle on verra un enfant et sa mère tentant d'échapper à l'enfer environnant. Malheureusement, cette mère va se sacrifier pour sauver son fils et périra dans les flammes. L'histoire reprend quelques mois plus tard, en août 1945, tandis que Tokyo est à présent un champ de ruines. Très peu de maisons et de bâtiments tiennent encore debout, et ceux qui ont survécu errent dans la ville dévastée, tentant de vivre d'une manière ou d'une autre. Les tunnels du métro, par exemple, sont remplis de gens désormais sans abri. C'est dans ce contexte qu'on retrouve notre garçon du début, désormais orphelin. Il passe ses nuits dans le métro et ses journées à chaparder à droite à gauche pour pouvoir manger. Accompagné de 2 autres enfants, il va rapidement faire la rencontre d'un autre groupe d'adolescents et ils vont alors lier leurs forces pour se donner plus de chances de survivre dans les ruines de Tokyo. Notre petit groupe va également faire la rencontre d'une veuve et de sa petite fille, elles aussi complètement démunies et au bord de la famine. Tous nos personnages vont alors former une bande des plus hétéroclites dont le but va être de se sortir de la misère coûte que coûte. Ce manga met donc en scène les mois qui suivirent la défaite japonaise et les conditions de vie déplorables face auxquelles les Tokyoïtes ont dû faire face. La capitale japonaise apparaît comme un champ de ruines où règne la loi du plus fort. La famine, le risque de maladie, notamment à cause de la prolifération des poux, l'extrême pauvreté, le vol, la menace des yakuza et l'inflation des prix due à l'existence du marché noir, voilà autant de facteurs qui rendaient la vie au jour le jour extrêmement difficile. Pour autant, malgré ce contexte des moins réjouissants, Plus haut que le ciel est loin d'être un manga déprimant. En effet, notre groupe d'orphelins possède un moral d'acier, et puisqu'ils sont encore très jeunes, ils arrivent malgré tout à regarder l'avenir avec espoir. Ils ne sombrent pas dans le défaitisme ou l'apathie, mais au contraire unissent leurs forces, planifient, et ils sont bien décidés à tout faire pour s'extirper de leur écrasante pauvreté. De plus, ils ont tous des personnalités fortes et sont loin d'être dépourvus d'humour. D'ailleurs, plutôt que de les connaître sous leur nom, l'auteur les a affublés de surnoms liés à leurs activités passées ou présentes. Par exemple, l'ancien fils du pharmacien sera surnommé Éosine, le chapardeur de chaussures deviendra Godasse, et même la veuve devient la mère, appelée ainsi par la petite bande d'orphelins. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la lecture qui nous est proposée ici n'est pas un tire-larme. Nos personnages ont également des bouilles très sympathiques, et on reconnaît là la patte généreuse de Saburo Ishikawa lorsqu'il s'agit de donner vie aux différents kidam. Malgré le fait que les personnages soient assez nombreux, ils ont tous des faciès très distinctes et sont donc très reconnaissables, évitant alors la confusion. Un autre aspect intéressant de cette œuvre réside dans le fait qu'elle met en scène une image du Japon à laquelle nous ne sommes pas nécessairement habitués. Ici, il n'est donc bien évidemment pas question d'illustrer un empire du soleil levant fort, technologique ou encore fier de ses accomplissements. Le pays qui est ici mise en scène est vaincu, pauvre, et sa population est presque livrée à elle-même, dans la confusion la plus totale. L'autorité gouvernementale est très peu présente dans l'histoire, à quelques exceptions près. Ce qui est dépeint, c'est bien plus la débrouille et l'essor du marché noir. En quelques mots, Plus haut que le ciel est un écrit très attachant, notamment grâce à son groupe de personnages principaux, ces petits orphelins dont il émane un caractère et une volonté de s'en sortir qui force le respect. Ces enfants ont absolument tout perdu au lendemain de l'incendie de Tokyo. Sans parents, sans maison et très souvent sans nourriture, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre et tenter de s'en sortir sur le long terme. On est alors très rapidement happé par leur personnalité et on se demande sans cesse quelles nouvelles combines ils vont trouver pour survivre un jour de plus, pour dénicher de la nourriture ou encore pour trouver
un abri. Vont-ils réellement s'en sortir? Certains d'entre eux retrouveront-ils leurs parents? Que va-t-il advenir de cette veuve et de sa petite fille? Voilà autant de questions qui font avancer l'intrigue et qui donnent envie de lire les 3 tomes d'une seule traite. Plus haut que le ciel est un manga touchant, prenant et même amusant, malgré le contexte. Le tout est servi par le dessin toujours très agréable, chaud et humain de Saburo Ishikawa. Que demander de plus? Soldat de sable est un manga en un seul volume, écrit par Suzumu Iga, qui est paru au Japon en 2003 et qui a été publié chez nous en 2010 chez Le Lézard Noir. Avec ce livre, l'auteur va nous proposer une suite d'histoires courtes qui vont toutes mettre en scène Okinawa, qui est l'île natale de l'artiste. Mais les conflits entre l'armée japonaise et l'armée américaine apparaissent davantage en toile de fond, et ces histoires se focalisent davantage sur les répercussions de ce conflit subi par la population d'Okinawa. Ici, pas de grands personnages historiques, et on suivra au contraire le destin de toute une galerie de personnages lambda, des civils, des instituteurs, des agriculteurs, ou encore des maires de village, tous devant faire face à la présence des troupes japonaises sur leur île autrefois paisible, qui va progressivement devenir un champ de bataille. On verra donc, par exemple, comment cette population insulaire n'a pas eu le choix lorsqu'elle a vu débarquer les premiers soldats japonais, ceux-ci ne faisant pas dans la dentelle tandis qu'ils transformaient cet endroit en base militaire. Au fil des différents récits, on voit donc à quel point ces civils étaient démunis face à l'armée japonaise elle-même, qui se retrouvait à l'époque acculée par l'armée américaine. Par exemple, alors que les obus pleuvent, on verra une mère et ses enfants se faire chasser d'un abri par des soldats japonais, ceux-ci ne voulant pas se faire repérer à cause des pleurs des enfants. On verra aussi comment cette population, qui n'avait rien demandé à personne, paiera un lourd tribut durant le processus de reddition à la fin du conflit. En effet, beaucoup de soldats japonais s'étaient retranchés dans des grottes de cette île et ne voulaient pas ou ne pouvaient pas accepter la défaite. Ils choisissaient alors de se donner la mort à coups d'explosifs, entraînant avec eux les civils qui se trouvaient également dans ces abris naturels. Beaucoup de ces récits sont en réalité inspirés d'histoires vraies, voire de la vie de personnes proches de l'auteur, puisque celui-ci s'est servi des récits de guerre de ses propres parents. Il émane alors du recueil une touche toute personnelle et intime. Il est évident que l'artiste connaît non seulement très bien Okinawa, ses habitants, son histoire et ses traditions, et on ressent à quel point il a conscience du lourd prix payé par cette population insulaire. Dans ces pages, on ne sera donc pas le témoin d'un grand héroïsme guerrier qui bombe le torse, mais tout au contraire, on verra comment les habitants de l'île étaient complètement dépassés par les événements. Ainsi, ces personnages apparaissent à la fois comme des témoins de cette guerre et incarnent de véritables dommages collatéraux. Entre une mère qui essaye d'échapper au champ de bataille alors qu'elle est accompagnée de ses 4 enfants, un jeune soldat qui pleure dans un abri parce qu'il veut revoir sa mère, ou un lieutenant qui se suicide plutôt que de se rendre à l'ennemi, Soldat de Sable nous propose une galerie hétéroclite de Kidam. Il tente de mettre l'accent sur l'humanité, les doutes, les incertitudes et l'incompréhension de tous ces personnages face à une bataille qui les dépassait et qu'ils n'avaient pas voulu. La plupart d'entre eux ne pouvaient pas faire grand-chose, à part espérer survivre, bon gré, mal gré, en comptant principalement sur la chance. On peut donc voir cet ouvrage comme un documentaire à peine voilé qui veut témoigner de cette terrible expérience pour Okinawa, afin de ne pas oublier tous ces gens qui, vivant dans un décor idyllique, ont pourtant connu l'enfer. Soldat de Sable est un manga au ton sérieux et historique, présenté dans un dessin réaliste, sobre et descriptif tout en étant vivant et saisissant. La Mélodie de Jenny est un manga en un seul tome, écrit par Tsukasa Hojo, qui date de 1995 et qui a été réédité chez nous en France en 2013 aux éditions Kiun. Bien évidemment, cet auteur n'est plus à présenter chez nous, puisqu'il est le créateur de mangas très célèbres tels que City Hunter et Cat's Eye, entre autres. Mais ici, il va s'agir de découvrir en réalité 3 histoires distinctes qui vont toutes mettre en scène des personnages dont les destins vont être chamboulés par la Seconde Guerre mondiale. En effet, dans la première histoire, intitulée Aux confins du ciel, on suivra 2 frères qui se sont enrôlés dans l'aviation japonaise
pendant la guerre du Pacifique. Leur père étant malade et ne pouvant pas prendre les armes, ses deux fils se sont donc sentis obligés de prendre sa place afin d'assurer que l'honneur de la famille soit sauf. On verra donc quel sera le destin de nos deux pilotes, tandis que le Japon commence déjà à montrer des signes de faiblesse face à l'armée américaine. De fait, à l'époque, une nouvelle idée va germer dans l'aviation japonaise, qui est alors acculée, celle des kamikazes. Autant dire que l'avenir de nos deux héros va alors être de plus en plus incertain. Dans la deuxième histoire, La Mélodie de Jenny, on se focalise sur le sort des enfants japonais, toujours pendant la guerre du Pacifique. En effet, pour des raisons de sécurité, le gouvernement de l'époque avait décidé d'envoyer à la campagne tous les enfants des villes, celles-ci étant devenues des cibles pour les bombardements américains. Il s'agissait de préserver l'avenir du peuple nippon coûte que coûte. Tous les enfants des grandes villes devaient alors partir vivre à la campagne en laissant leurs parents derrière. Rien que pour Tokyo, 230 000 enfants furent déplacés en province. Là-bas, ils étaient accueillis dans des temples ou dans des auberges, où ils étaient pris en charge par des instituteurs ou par les femmes des villages. Même si vu de loin, on pourrait s'imaginer que les enfants vivaient un peu comme dans des colonies de vacances, la réalité était tout autre. Ils souffraient de malnutrition, de maladies, de vols ou de châtiments corporels. Et dans cette histoire, La Mélodie de Jenny, on fera donc la connaissance d'un groupe de 4 enfants qui décident d'échapper à cette situation et de retourner à Tokyo pour retrouver leurs parents. Mais sur le chemin, ils vont tomber sur un Américain. Que fait-il là, au beau milieu de la campagne japonaise? Est-il un prisonnier de guerre qui s'est évadé? Est-il un pilote qui a été abattu? Quelle va être la réaction de ces enfants face à cet homme qui incarne l'ennemi? Enfin, la dernière histoire, qui s'intitule American Dream, se passe cette fois aux États-Unis en 1935, et donc quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. On y suivra le destin d'un jeune joueur de baseball faisant partie de l'équipe japonaise, tandis que celle-ci joue à San Francisco. Ce jeune joueur étant très talentueux, il va vite attirer l'intérêt d'un recruteur pour une équipe américaine. Mais le contexte politico-social va rendre cette relation professionnelle complexe, puisqu'un fort sentiment anti-japonais avait émergé aux États-Unis à cette époque. En effet, les relations entre les deux pays s'étaient beaucoup dégradées depuis un incident en Mandchourie en 1931, et depuis que le Japon avait quitté la Société des Nations, s'isolant alors encore plus du reste du monde. Les tensions étaient donc de plus en plus palpables entre les deux pays. Malgré tout, cette histoire illustre l'idée du rêve américain, d'où le titre du récit, au travers du personnage principal, ce jeune joueur de baseball. Malgré le sentiment ambiant anti-japonais, il voit tout de même les États-Unis comme le pays des opportunités. La Mélodie de Jenny est un recueil prenant parce qu'il se focalise sur les relations humaines et sur les vies complètement chamboulées par le tsunami implacable incarné par la Seconde Guerre mondiale. Jeunes fils de fermiers, enfants forcés à quitter leurs parents ou encore joueurs de baseball prometteurs, ces quelques histoires proposent une galerie de personnages variés et hétéroclites qui ont été entraînés par la marche de l'histoire. Plutôt donc que de mettre l'accent sur des scènes de bataille, de débarquement ou encore de bombardement, ici on restera bien davantage collé aux personnages. On sera les témoins de leurs conversations avec leurs familles et amis, et on pourra ainsi rapidement se prendre d'affection pour eux, et espérer que, malgré la menace létale qui les entoure, ils s'en sortiront. Sur le plan visuel, on a droit bien évidemment au style aujourd'hui très connu de Tsukasa Ojo, qui nous sert, comme à son habitude, un dessin d'une grande propreté, netteté et lisibilité, que ce soit en ce qui concerne les personnages eux-mêmes, les décors ou les différents véhicules, tels que les avions par exemple, tout y est dépeint avec une clarté et un souci du détail qui donne le tournis. L'auteur est capable de passer de scènes très sérieuses ou dramatiques à des moments plus légers et humoristiques, tels un funambule des émotions et des sentiments humains. Jeune pilote héroïque, femme de la campagne à la beauté naturelle, mécanicien aux cheveux grisonnants, matrone maternelle, enfant parfois apeuré et parfois espiègle et curieux, rien ne semble hors de portée pour les pinceaux de l'auteur. Celui-ci fait sans aucun doute partie des dessinateurs capables de servir un dessin au réalisme impressionnant qui nous laisse sans voix, un peu à l'image d'un certain Jiro Taniguchi. En quelques mots,
La Mélodie de Jenny est un manga qui se dévore sans modération. Auteur qui n'est plus à présenter et dont il n'est plus nécessaire de chanter les louanges, Hojo nous offre avec ce volume une galerie de personnages attachants et mémorables grâce, entre autres, à ses coups de crayon qui n'ont plus rien à prouver. Genocidal Organ est un manga en 3 tomes écrit par Gato Asao et adaptant le roman éponyme de Project Ito. Il est sorti au Japon en 2016 et chez nous c'est Pika qui s'est chargé de l'édition en 2019. Au début du récit, on apprend que suite à l'intensification de la guerre et du terrorisme dans le monde, des pays avancés comme les États-Unis ont mis en place un système strict de gestion des informations personnelles pour contrer la menace du terrorisme. Une dizaine d'années plus tard, la menace du terrorisme a été supprimée des pays développés, tandis que les massacres sont devenus monnaie courante dans les pays pauvres, dus à des guerres civiles et des conflits ethniques. Les États-Unis ont alors créé une nouvelle unité du renseignement pour collecter des informations dans chaque pays et assassiner les criminels de guerre. Notre personnage principal, le capitaine Shepard, membre de ce groupe d'élite, reçoit l'ordre d'assassiner un certain John, un Américain qui insufflerait ces conflits dans les pays sous-développés. En enquête à Prague, Shepard va croiser une première fois John, qui lui révèle que les humains auraient des organes capables de contrôler l'idée de massacre et de guerre et qu'il existerait une grammaire du génocide qui activerait ces organes. Si c'était vrai, celui qui serait capable de maîtriser cette grammaire serait capable de déclencher des guerres et des conflits à l'envi n'importe où dans le monde en manipulant les médias notamment. Mais suite à cette rencontre, John parvient à s'échapper et commence alors une chasse à l'homme. Ce manga est original, atypique et donc intéressant parce qu'il aborde le sujet de la guerre et du génocide sur un plan beaucoup plus psychologique, philosophique, réflexif et comportemental qu'à l'accoutumée. En effet, l'intrigue va se développer sur cette idée qu'il existerait un langage et une grammaire bien spécifiques capables de manipuler et d'influencer les comportements et ainsi d'amener les gens à s'entretuer. Cette pensée fait froid dans le dos et elle est extrêmement pernicieuse puisqu'on tombe alors dans le domaine de l'inconscient et de la suggestion subliminale. Il n'y a donc ici même pas besoin de payer des mercenaires ou d'influer sur le prix du baril de pétrole pour déclencher des conflits, mais tout simplement, dans l'ombre, de manipuler la langue et les discours de manière extrêmement habile pour amener les peuples du monde à se faire la guerre. Le manga montrera par exemple comment cet individu, John, au fil des années, a réussi à s'immiscer dans différents gouvernements des pays sous-développés et à y occuper des rôles importants au niveau de la communication d'État. En tant que lecteur, ce sujet peut nous faire réfléchir et nous faire penser à la réalité du monde actuel, à savoir la grande importance des médias et de leur manipulation possible lorsqu'il s'agit d'informer ou de désinformer les populations. On pourra également avoir une pensée pour les réseaux sociaux comme Twitter, car ne serait-ce que ces dernières années, nous avons tous vu à quel point ces réseaux peuvent mettre le feu aux poudres sur des actualités pas toujours vérifiées en amont. Dans le manga, nous aurons droit à plusieurs reprises à des conversations entre certains personnages qui seront assez profondes, voire philosophiques. Ces scènes viennent d'ailleurs contraster d'autres moments où ce sera l'action qui primera avec de nombreuses planches de fusillade. D'ailleurs, l'histoire se déroulant dans un futur proche, le dessin propose un équipement et un arsenal de pointe. Il est souvent question d'infiltration, mettant en avant des tenues de camouflage optique et autres gadgets technologiques. Tout cela nous est présenté grâce à des traits propres, détaillés, soignés, et qui mettent particulièrement en lumière les prouesses de nos soldats d'élite. Armes et véhicules sont par exemple dépeints de manière très réaliste et convaincante. A noter que ce manga n'est pas nécessairement à recommander aux âmes sensibles, puisque à quelques reprises, le dessinateur affichera une violence graphique très marquée et donc inévitable. En quelques mots, Genocidal Organ est une œuvre qui peut faire penser à la célèbre série de jeux vidéo Metal Gear Solid, puisqu'elle aborde la guerre sous un aspect philosophique et qu'elle se concentre sur la psychologie des personnages, la politique et sur les questionnements auxquels doivent faire face tous les acteurs de ces conflits, quel que soit le camp auquel ils appartiennent. Ces 3 tomes constituent donc une courte série efficace
pour les amateurs de conflits futuristes qui aiment voir les personnages s'interroger sur leurs actes, sur le rôle qu'ils jouent dans cet engrenage guerrier, et qui ne sont donc pas seulement des soldats qui obéissent aveuglément. La Croix Grise est un manga en 2 volumes, écrit par Tetsuo Aoki. Il date de 91 et il est paru chez nous en 2018 aux éditions Black Box. Ce manga va nous proposer de découvrir plusieurs histoires courtes, indépendantes les unes des autres, mais qui ont toutes en commun le même thème et le même contexte historique, celui du Japon pendant la guerre du Pacifique. Mais ici, l'auteur ne va pas nous proposer de suivre les conflits armés de l'époque et des affrontements en tout genre entre les deux camps, et il va s'agir, au contraire, de suivre la vie des gens ordinaires pris dans la tourmente de la guerre. On verra d'ailleurs assez peu de scènes de combat entre les deux armées, et bien davantage des scènes de bombardement, ce qui affecte bien évidemment les civils avant tout. Tout en proposant des personnages principaux fictifs, on sera les témoins de nombreux événements ayant réellement eu lieu au travers de leur quotidien et du temps qui passe. On vivra alors le bombardement de Tokyo, l'attaque d'un navire par un sous-marin qui coûta réellement la vie à des centaines d'enfants, et bien évidemment le bombardement d'Hiroshima. L'ensemble des histoires a donc une tonalité très dramatique et historique. Ici, âme sensible s'abstenir, et il faudra disposer d'une réserve de mouchoirs considérable avant de commencer la lecture. Les destins des différents personnages sont tristes, tragiques et marquants. Pour autant, nous n'avons pas ici une œuvre forcément manichéenne. Même si les civils sont présentés comme les vraies victimes de cette guerre, pour ce qui est des soldats, le manga ne les dépeint pas sous la meilleure des lumières, même lorsqu'il s'agit de mettre en scène l'armée japonaise. À de multiples reprises, ces histoires nous montrent très clairement que le gouvernement japonais de l'époque mentait à son peuple, notamment lorsqu'il s'agissait de leur rapporter des défaites ou des victoires. Il n'est donc pas question de représenter le Japon comme une victime des méchants occidentaux. On verra d'ailleurs que les civils japonais étaient victimes de la dureté de leur propre gouvernement et de leur propre armée. L'idée présentée ici semble bien être de montrer à quel point la guerre est absurde et ne résout jamais rien. L'ensemble du manga affiche, sans aucun doute, un caractère très humain, voire humaniste. Les épreuves que doivent traverser nos personnages, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'enfants, ne sont pas toujours faciles à encaisser et à lire, un peu à l'image d'un certain Tombeau des Lucioles. Certaines planches sont très dures, mais justement le but ici n'est pas d'embellir la guerre ou de lui donner un aspect romantique et héroïque. Tout au contraire, l'auteur semble décidé à montrer à quel point ce conflit fut terrible pour la nation japonaise. Le manga affiche un dessin définitivement de la vieille école, comme nous n'en voyons plus de nos jours. Les traits donnent dans les arrondis, dans l'organique et dans le vivant. Ils sont généreux et très efficaces dans leur dépiction des différentes émotions des protagonistes. Ils permettent ainsi de s'attacher rapidement à nos différents personnages, de se faire du souci pour eux et d'espérer, malgré l'enfer qu'ils vivent, qu'ils s'en sortiront. En dépit de son sujet et de la dureté de certains passages, La Croix Grise est un manga qui devient addictif dès les premières pages. En 2 tomes seulement, il se montre très efficace dans la maîtrise de son sujet et propose des personnages et des histoires très marquants. Il s'en dégage alors une honnêteté et un propos limpide qui devraient plaire à tous.